On peut tout avoir, le succès, la réussite, atteindre des objectifs qu'on pensait inaccessibles. Et pourtant, le soir, au moment de s'endormir, une petite voix angoissante peut tout remettre en question. C'est une peur tellement humaine, n'est-ce pas? On peut être au sommet et pourtant, ce doute, il peut nous ronger, nous tenir éveillés, nous faire croire que tout ça c'est juste un coup de chance, une imposture qui sera bientôt démasquée. Alors voilà la question centrale. Pourquoi notre cerveau nous fait ça? Eh bien, il s'avère que cette anxiété, ce n'est pas un défaut de notre personnalité, non, c'est un processus biologique, un mécanisme profondément ancré, en cycle, qu'on peut heureusement apprendre à briser. On entre maintenant dans ce qu'on peut appeler la boucle de la peur. Il faut comprendre que notre corps peut devenir littéralement accro, dépendant aux substances chimiques du stress. C'est ça qui est fascinant et un peu effrayant. Rien qu'en y pensant, on peut déclencher la production d'hormones comme l'adrénaline. Et le truc, c'est que ces hormones créent une sorte de rush, une dépendance. Le cerveau, sous leur influence, passe en mode survie. Son champ de vision se rétrécit, il ne se concentre plus que sur les problèmes, les menaces, les pires scénarios, et on se trouve piégé. Et le grand responsable de tout ça, le voici, le réseau du mode par défaut. Pensez-y comme un pilote automatique dans notre cerveau. Sa mission, prédire constamment l'avenir en se basant sur le passé. Le problème, c'est que ce système est gourmand en énergie et surtout, il nous maintient coincés dans nos vieilles habitudes de pensée. La créativité, l'innovation, complètement étouffées. Et là, attention, c'est vraiment le point clé. Chaque fois qu'on repense à un échec, à un moment difficile, notre corps, lui, ne fait pas la différence. Il produit exactement la même chimie que si l'événement était en train de se produire maintenant. En gros, en ressassant le passé, on conditionne notre corps à revivre encore et encore cette même réalité. La question qui tue, est-ce qu'on est condamné à ça? Biologiquement piégé par notre histoire? Heureusement, la réponse est non. Mais la solution n'est pas du tout celle qu'on imagine. Ça ne sert à rien d'analyser son passé pendant des heures. Et c'est là que tout bascule. On passe du problème à la solution. Il est temps de voir comment on peut briser ce cycle et activement se réinventer. Comprendre intellectuellement pourquoi on est comme ça ne change rien. On peut savoir que c'est à cause d'un traumatisme ou de notre éducation, ça ne changera pas notre comportement. La vraie transformation, elle se passe ailleurs, quand on arrive à changer l'empreinte émotionnelle que cette expérience a laissée en nous. C'est tellement juste. Le but n'est pas d'oublier son passé, c'est impossible. C'est de le neutraliser, de le regarder sans que la vague d'émotions qui l'accompagne nous submerge. Le souvenir reste, mais la douleur s'en va. Et ce qui reste à la place, c'est la sagesse. Regardons bien ce tableau, c'est très parlant. À gauche, l'ancien soi. Il est réactif, en mode survie, il vit dans le passé et il est totalement piloté par les hormones du stress. Sa vision du monde est étroite, limitée. Et à droite, voilà le nouveau soi, l'objectif. Il est créatif, il agit intentionnellement et il est porté par des émotions comme la joie, la gratitude. Il ne subit pas l'avenir, il le crée depuis le moment présent avec une vision large et cohérente. Tout le travail consiste à passer de la colonne de gauche à celle de droite. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment on fait ? Eh bien, il s'agit d'un processus très actif, d'une répétition mentale. Un peu comme un musicien qui répète ses gammes ou un athlète qui visualise sa course. Alors concrètement, le processus se déroule en 4 étapes. D'abord, et c'est fondamental, prendre conscience de ses pensées automatiques, celles qui tournent en boucle, juste les observer sans les juger. Ensuite, étape 2, décider. Décider activement des nouvelles pensées qu'on veut adopter. Qui veut-on être? Troisième étape, la répétition mentale. Visualiser encore et encore les nouveaux choix, les nouvelles réactions pour créer de nouvelles autoroutes neuronales. Et enfin, la 4e étape, peut-être la plus puissante, s'entraîner à ressentir l'émotion de ce futur. Pas juste y penser, mais enseigner à son corps ce que ça fait d'être joyeux, libre, reconnaissant, avant même que la raison de l'être soit là. Tout ça peut sembler un peu abstrait, mais détrompez-vous, c'est solidement ancré dans la neuroscience. Voyons ce qui se passe réellement dans le cerveau quand on fait ce travail. Au quotidien, la plupart du temps, notre cerveau fonctionne en onde bêta. C'est l'état d'éveil, d'analyse où notre attention est tournée vers le monde extérieur. Quand on est stressé ou en colère, on passe en bêta haute, c'est l'état d'hypervigilance et ce n'est vraiment pas un état propice au changement. Maintenant, quand on ralentit, qu'on ferme les yeux, qu'on se calme, le cerveau passe en onde alpha. C'est la porte d'entrée du subconscient. La petite voix critique dans notre tête commence enfin à se taire et le monde intérieur devient plus présent, plus réel. Et c'est ici, en θ, que la vraie magie opère. Le corps est presque endormi, mais l'esprit est éveillé, lucide. Dans cet état, on a un accès direct au système d'exploitation de notre subconscient. C'est là qu'on peut littéralement installer de nouveaux programmes, de nouvelles croyances. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que ce travail mental peut vraiment avoir des effets biologiques, mesurables? Et si oui, ça prend des années de pratique, non? Eh bien, la réponse risque de vous surprendre.
On passe maintenant aux preuves. Parce que la science, aujourd'hui, nous donne des résultats absolument stupéfiants. Des données qui nous montrent que ces transformations ne sont pas juste de belles idées et qu'elles peuvent arriver bien plus vite qu'on ne l'a jamais imaginé. 7 jours. C'est le chiffre qui ressort des études. 7 jours pour qu'une personne qui n'a jamais médité de sa vie commence à montrer des schémas cérébraux et une biologie similaires à ceux de quelqu'un qui pratique depuis des années. 7 jours. Les résultats sont dingues. On voit des cerveaux produire des substances qui ressemblent à des psychédéliques, favorisant la neuroplasticité. On voit le cœur envoyer un nouveau signal au cerveau, un signal de cohérence qui dit « c'est bon, le danger est passé ». Le corps se met à fabriquer sa propre pharmacie interne, ses propres antidouleurs, ses propres anti-inflammatoires. C'est une réorganisation complète de l'être. Et ça, ce ne sont pas que des données sur un écran, c'est la phrase d'un patient qui a guéri d'une tumeur de près de 25 cm alors que tous les traitements avaient échoué. Son secret ? Il s'est présenté à sa méditation, chaque jour. Même quand c'était dur, même quand il doutait, il s'est battu pour lui-même. Voilà le point le plus important. Ce pouvoir n'a rien de magique, il ne tombe pas du ciel. Il se gagne, il s'obtient en affrontant son propre doute, sa propre peur, sa propre douleur, et en choisissant de continuer malgré tout. C'est dans cet effort qu'on construit une véritable croyance en soi et en un futur différent. Au final, la question n'est plus « qu'est-ce que le passé a fait de nous ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'on choisit de devenir malgré lui ?» Chaque souvenir dont on libère la charge émotionnelle devient une source de sagesse. Alors quelle sagesse nous attend juste de l'autre côté de nos anciennes émotions ?